Bonjour, je vais essayer de donner un petit résumé de la pensée de Denis de Rougemont. C'est un auteur que j'ai rencontré une seule fois, il était très âgé, il allait mourir et moi j'étais encore trop jeune pour avoir bien compris son œuvre et pour pouvoir lui poser des bonnes questions, mais je garde un très bon souvenir de cette rencontre. Denis de Rougemont a été en fait connu par L'amour et l'Occident. En septembre 1939, la polémique de toutes les revues ne porte pas sur la guerre, le nazisme, etc., mais sur un livre sur l'amour qui s'intitule L'amour et l'Occident. C'est un ouvrage qui est en fait destiné à opposer la passion et l'amour et qui, à travers une lecture des troubadours et de Tristan et Iseult, veut voir dans la passion une invention musulmane et puis ensuite une invention dualiste, cathare, la passion étant en fait la recherche d'une fusion amoureuse, toujours évidemment traversée par des obstacles, mais qui, et c'est la force de l'analyse de Denis de Rougemont, cherche les obstacles qui peuvent l'empêcher de s'assouvir afin, en quelque sorte, de multiplier la dimension sentimentale. Je ne reviens pas sur le fond de la thèse. L'essentiel est de bien comprendre que la passion en tant que telle est considérée par Denis de Rougemont comme une mauvaise chose et qu'il lui oppose l'amour, c'est-à-dire le soin de l'autre et la possibilité d'être deux au lieu de chercher à être un dans la fusion amoureuse. Ce livre a donc suscité une vaste polémique, Sartre est intervenu, il trouvait les cathares sympathiques, on ne sait pas vraiment dans quel sens va son intervention, mais enfin voilà, c'était le livre à la mode en septembre 1939, ce qui est assez paradoxal. Denis de Rougemont a ensuite émigré en Amérique, contraint et forcé, le général Guisan ne voulait plus le voir en Suisse, et en Amérique, il a écrit un livre extrêmement important qui s'appelle La part du diable. C'est un ouvrage oublié, qui n'a pas du tout eu le succès de L'amour et l'Occident, mais qui est très important pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Il s'attaque à l'idée de révolution. Denis de Rougemont a été le spectateur effrayé et en même temps inexorablement amené à penser que le nazisme allait dominer l'Allemagne à cause des procédures que cette révolution mettait en œuvre. Et c'est un spectateur horrifié, il n'y a aucune compromission dans ces textes, spectateur horrifié de l'évidente supériorité du nazisme sur tous ses concurrents libéraux, que Denis de Rougemont a en fait pris la mesure de la démence qui était dans l'ordre de la Révolution, c'est-à-dire la quête de l'unité au sein d'un peuple, d'un mouvement, d'une idéologie. Et la passion et la révolution sont donc deux éléments à mettre en rapport, l'un dans la vie privée, l'autre dans la vie publique. Et le troisième terme qui va intervenir est celui de nation. Passion, révolution, nation. La nation et le nationalisme, c'est la recherche de l'unité au mépris des différences des populations, des territoires, des cultures, des histoires que le territoire national englobe. L'idéal de Denis de Rougemont est celui des fédéralistes européens des années 20, ce qu'on appelait les non-conformistes. Pour lui, l'Europe sera la confédération par excellence que Dante avait rêvé, et avant lui même d'autres auteurs, même de l'Antiquité, de l'unité de l'Europe, hein, même entrevue tout à fait clairement par Hérodote par exemple. Eh bien, cette unité de l'Europe, il la voit comme la synthèse de toutes nos histoires particulières. Et sa défense fédéraliste de l'Europe, au point de vue politique, il est associé à la visite de Churchill à Zurich en 1947, donc aux premiers appels européens, aux premiers congrès européens, à Montreux en particulier. Et à l'origine de l'idée de l'Europe, il n'y a pas que le marché commun de Jean Monnet, il y a aussi l'idée d'une unité culturelle. Cette unité culturelle, elle est évidente. Shakespeare, Goethe, Molière et Dante forment les figures qui auraient dû honorer les billets européens au lieu des ponts ou des voûtes ou je sais quoi. Ce qui est important, c'est que cette unité culturelle, il se fait le président de l'association des festivals en Europe avec cette idée que la musique pourra donner une sorte de mesure commune à l'âme européenne dans la plus vaste extension.
Eh bien, cette idée européenne qu'il a poursuivie est une idée qui est fédéraliste et antinationaliste. C'est pour ça qu'il était régionaliste. Pour lui, la région avait une unité que la nation n'aurait jamais, et la région était en fait un facteur de pacification, au contraire de la nation qui était un facteur de guerre. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment que, aussi bien dans la passion, dans la révolution que dans la nation, on a un trait nihiliste, la recherche du néant, hein, la liberté ou la mort, dit la nation. La passion, un beau conte d'amour et de mort, dit Tristan Iseult. Et quant à la révolution, eh bien là aussi, vous avez la révolution de la mort. Et c'est ce trait, ce goût de la mort, cet attrait de la mort qui forge l'unité de tous les maux de l'Europe et de la civilisation occidentale, de l'âme occidentale, et c'est ça que Denis de Rougemont appelle la part du diable. Alors évidemment, quand le grand procès a commencé dans les années 80, de tous les anticonformistes des années 20, eh bien, Denis de Rougemont a été impliqué dans un procès où Raymond Aron est venu témoigner en faveur de Bertrand de Jouvenel et d'autres. Et Denis de Rougemont a été à ce moment-là extrêmement peiné de voir à quel point on ne comprenait plus les débats de ce qu'on a appelé la troisième voie, c'est-à-dire du refus à la fois de l'individualisme et de l'autre côté du fascisme sous toutes ses formes. Alors, ça nous pose la question de la valeur ultime de la pensée de Denis de Rougemont, qui est la personnalité. L'individu est soustractif. Le droit de s'individuer est véritablement le droit de se soustraire à toutes les entités communautaires dans lesquelles on se trouve, et tel est au fond l'idéal du libéralisme. Mais Denis de Rougemont n'est pas libéral dans ce sens-là. Lui voit dans la personnalité la réponse à ce caractère soustractif de l'individualité. La personnalité est additive, c'est-à-dire qu'elle peut ajouter des strates, des expériences, des rencontres, elle peut ajouter des vies à sa propre vie. Alors que l'individualisme, l'individualité pour lui, elle retranche des vies à la vie. Voilà pourquoi, en fait, dans le grand procès libéral des antitotalitaires, alors que Rougemont avait été un pionnier de l'antitotalitarisme, il s'est retrouvé mis en question par des lectures hâtives et, à mon avis, coupables, il faut bien le dire, et c'est ainsi que la subtilité du XXe siècle intellectuel se réduit progressivement sous la pression des idéologies et du journalisme. Merci.